Alors, à présent, on va réfléchir au lien entre trois choses, donc la communication, les experts et la politique, en abordant plusieurs sujets. C'est trois choses qui suscitent souvent la méfiance, voilà, parce que c'est trois choses qui peuvent être en influence l'une avec l'autre et qui mettent en jeu le pouvoir, la démocratie, le rapport entre l'État et ses citoyens. Et qui suscitent souvent la méfiance parce qu'elles sont à la jonction, voilà, entre l'État, l'information et le public. La communication parce que c'est elle qui enveloppe le message, les experts parce qu'ils seraient les tenants d'un savoir qui serait dissimulé et caché au public, et puis la politique parce que tout simplement c'est le lieu du pouvoir et qu'elle a très souvent mauvaise réputation. Alors pour y réfléchir, nous avons invité Pierre-Henri Convoyot. Vous êtes philosophe et maître de conférences à la Sorbonne, président du Collège de philosophie et co-directeur de la collection Nouveau Collège de philosophie chez Grasset. Vous avez orienté votre travail en deux directions qui rentrent dans notre sujet aujourd'hui, puisque c'est celle d'abord des âges de la vie, donc de la maturité par exemple sous la démocratie, et ensuite celle de l'autorité politique. Voilà, donc ma première question, elle serait plutôt un enjeu définitionnel de la distinction en fait entre la politique et la communication. On a pu souvent dire avec une formulation simple que la politique serait l'art de faire ce qu'on dit et la communication plutôt l'art de dire ce que l'on fait. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, cette distinction a toujours lieu d'être? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce que c'est possible de faire de la politique sans expliquer, sans faire de pédagogie, et à l'inverse, de communiquer sans être dans l'action? Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation et de cette proposition d'échange. En fait, peut-être le vrai défi aujourd'hui, c'est de savoir si la politique se réduit à la communication. C'est ça. Si, en fait, on pourrait même dire aujourd'hui, faire de la politique, c'est soit faire de la com, soit faire une loi. Voilà. Et que soit on fait une loi, c'est-à-dire que la politique tend à se dissoudre dans le juridique, avec l'idée qu'au fond, bien souvent, les politiques sont tentés de dire finalement c'est les juges qui vont décider. Ça, c'est pas nous, c'est la loi qui va décider. Et puis de l'autre côté, de dire au fond, l'action politique, c'est d'abord et avant tout, ou peut-être même exclusivement, de la communication. Et c'est un vrai problème pour la vieille tradition d'art politique, parce que l'art politique, c'est avant tout la gestion des conflits, c'est-à-dire l'idée que le problème politique principal depuis l'origine, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. Voilà. C'est une question extrêmement simple. Si on était ici enfermés pendant quelques jours collectivement, il est à peu près imparable qu'à un moment ou à un autre, on en viendrait à s'entretuer, quoi. Soyons clairs, même si on est très bien élevé et par ailleurs très poli. Mais voilà, au bout d'un moment, ça va. Et donc, le problème politique, au fond, c'est ça. Comment on fait pour vivre ensemble sans s'entretuer? Alors, il y a des moyens. Il n'y a pas que la politique, il y a la morale, c'est bon, certains principes. Au bout de 2 mois ensemble, la morale, ça ne va peut-être pas être efficace. Il y a les règles communes, donc ça, c'est le droit. Et puis, il y a l'idée qu'il y a de la gestion de conflits. Donc, par rapport à ça, à cette gestion de conflits, la communication est un moyen. Et un moyen très, très utile dont vous avez parfaitement dit tout à l'heure qu'il fallait le maîtriser et qu'il fallait être effectivement maîtriser ces aspects de communication. C'est un moyen, mais ce n'est pas toute la politique. Et c'est ça peut-être le grand défi d'aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire, quand on a une décision à prendre, la communication est évidemment importante, surtout dans un espace public démocratique où cet espace public a pris une puissance, et c'est une très bonne chose considérable, mais c'est un espace dans lequel il faut savoir se mouvoir, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi effectivement des décisions à prendre, des lois effectivement à envisager, et puis après, gérer les rapports de force, et tous les rapports de force ne sont pas publics. Tout n'est pas transparent, contrairement à ce qu'on dit. Donc, vous voyez, je dirais que par rapport aux 2 points que vous indiquiez, c'est l'action d'une part, la parole de l'autre. Eh bien, un des grands défis, c'est qu'on peut être aspiré à l'âge contemporain par ce qu'on peut appeler la communicationnite. C'est une maladie très particulière qu'on voit d'ailleurs dans
dans les ministères ou dans les cercles de l'exécutif et des cercles du pouvoir, c'est-à-dire l'idée que quelque chose n'existe que si c'est communicable. Et c'est être communicandi, communicare, c'est être communiqué ou être communicant. Et tout ce qui n'existe, tout ce qui est ailleurs de la communication, ça n'existe pas. Moi, j'ai été très frappé, une petite expérience de cabinet ministériel, de voir que s'il y a quelque chose dans le journal, à l'époque c'était le journal, même pas les réseaux sociaux, s'il y a quelque chose dans le journal, ça existe. Si ce n'est pas dans le journal, ça n'existe pas. Et donc, ça crée un biais sur l'action politique. C'est un biais qui est assez redoutable. C'est qu'en fait, il y a un problème d'inadéquation entre la sphère de la communication et la sphère, je n'hésite pas à utiliser ce terme, du réel. Et donc, la politique a une sorte d'illusion performative. C'est le performatif, c'est bien ça, c'est quand les mots sont des actes. Et donc, la communication, l'idéologie de la communication, c'est l'idée qu'il suffit de parler pour agir. Et l'inverse est faux. Il faut parler pour agir. Ça ne veut pas dire que la parole et l'action sont deux choses radicalement différentes, mais l'illusion performative, c'est l'idée que tout se joue dans l'univers de la communication ou dans l'univers virtuel. On y viendra probablement bientôt, mais et c'est ce point-là sur lequel le dirigeant, le responsable, doit être extrêmement vigilant. Très vigilant parce qu'effectivement, il ne suffit pas que ça soit sur les réseaux pour que ça soit vrai. Il ne suffit pas que ça arrive en tête des likes ou pour que ce soit le plus important. Et donc, il faut à chaque fois avoir d'autres capteurs que la simple communication pour pouvoir agir. Donc, je pense que c'est ça le vrai défi de la politique démocratique dans un espace public par ailleurs ouvert. Vous avez raison de le souligner, très saturé par les informations, où la rareté est très difficile, où ça part effectivement dans tous les sens. C'est le vrai défi. Merci. Justement, sur cette question de l'illusion performative, ça m'a fait penser à l'élection de Donald Trump en 2016, faisait suite est apparu comme une sorte de surprise, parce que justement, on était tous chacun dans des bulles d'informations avec les algorithmes des réseaux sociaux, etc. Et est-ce que ça joue de ce même mécanisme, c'est-à-dire que le réel, donc par exemple l'élection effective de Donald Trump arrive comme une déchirure inattendue par rapport au faux, en fait, au digital et à la spéculation qui apparaissait comme le réel jusque-là. Oui, c'est un très bon exemple. Il y en a eu d'autres par le passé, effectivement, avec le référendum sur l'Europe de la Convention européenne. On perçoit l'inadéquation entre ce qui se passe dans l'espace public, sous les projecteurs de l'espace public et effectivement une autre partie de la réalité. Encore une fois, je ne dis pas ça en disant qu'il faut nier l'espace public, ça serait une logique de propagande, une logique évidemment tout à fait que l'espace public, ce n'est pas aussi une part du réel, c'est une part très importante du réel, mais il faut être extrêmement vigilant sur le caractère représentatif. On parle beaucoup de la crise de représentation aujourd'hui comme crise de la démocratie. Je pense que c'est un diagnostic qui est assez, à mon avis, erroné. C'est-à-dire que la crise de la représentation n'est pas tant la crise de la représentation entre l'électeur et l'élu. Aujourd'hui, jamais dans toute l'histoire de la démocratie, les élus n'ont été aussi attentifs à ce que pensent les électeurs. Ils disposent là des moyens, des sondages, etc. Donc là, en fait, on n'a jamais été aussi bien représentés. C'est un peu paradoxal, mais on n'a jamais été aussi bien représenté. L'offre politique est pléthorique, ça va de la super extrême gauche à la super extrême droite, tous les camps sont représentés. Quand on dit « ah oui, je ne me reconnais pas dans les élus ou dans les candidats », il n'y a qu'une réponse à apporter, allez-y, présentez-vous, parce que manifestement, vous voulez un candidat qui soit vous-même. Donc là-dessus, la crise de la représentation, ce n'est pas entre les élus et les électeurs, c'est plutôt effectivement entre l'espace médiatique et cette réalité, ce petit décalage de est-ce que les débats qui sont à l'agenda médiatique sont véritablement représentatifs de ce qu'on pense, ce que le peuple pense. Je prends des formules. Et la crise des Gilets jaunes, Trump ou quelques autres phénomènes témoignaient de cette inadéquation. Et par ailleurs, l'autre grand problème, effectivement, c'est l'impuissance publique, c'est-à-dire l'incapacité des acteurs politiques à justement faire ce qu'ils disent. Pas simplement parce qu'ils ne sont pas courageux. Aujourd'hui, c'est quand même très courageux de faire de la politique. D'être élu, franchement, c'est pas parce qu'ils sont courageux, c'est qu'il y a des murailles d'impossibilité, des murailles légales, vous voyez, la nature même de la décision politique, c'est pas de choisir entre une bonne et une mauvaise option,
c'est de choisir entre une mauvaise et une pire. Ce qui fait qu'inévitablement, il y aura des mécontents. Et qu'inévitablement, c'est la règle de l'espace public, les mécontents se feront davantage entendre que les gens qui sont contents. Quand on est content, on se tait. En revanche, quand on n'est pas content, on gueule. Donc, le bruit de l'opposition est inévitablement beaucoup plus ample que le bruit de l'accord. Et de ce point de vue-là, la crise Covid est très représentative parce que, dans l'ensemble, si on fait le bilan, les Français ont obéi. Le système n'a pas explosé. Il y a une remarquable obéissance à des consignes dont on peut rétrospectivement considérer qu'elles étaient totalement délirantes. Ne pas avoir le droit d'aller sur les plages, se balader sur les plages alors qu'il y a un vent fou, paraissent effectivement assez délirants quand on s'en rappelle. Mais voilà, les gens n'allaient pas sur les plages. Donc, au fond, les consignes, et là c'est important de le noter, les consignes qui étaient promues pour l'intérêt général ont assez bien fonctionné. Simplement, on est davantage attentif aux voix contestataires, c'est-à-dire à ceux qui vont dire oui, les vaccins, c'est scandaleux, les masques, ça ne sert à rien, etc. On est davantage attentif à ce bruit parce que c'est un bruit qui aurait eu vocation dans l'espace public de jadis à rester dans l'ordre des conversations de café, du café du commerce le matin, mais par la magie, si je puis dire, des réseaux sociaux, ça devient généralement public. Donc voilà un peu la situation assez particulière de ce moment où, pour le dire en termes très généraux, nous sommes en démocratie, l'espace public est notre trésor. Ce trésor a été bouleversé par les innovations numériques qui ont des côtés extrêmement positifs et des côtés très négatifs. Nous sommes encore dans une phase d'adaptation de l'impératif démocratique à ces nouvelles technologies. Mais c'est vrai que l'espace est perturbé. Et ces nouvelles technologies qui ne sont pas spontanément favorables à la démocratie sont en cours d'être apprivoisées, si je puis dire, par la logique démocratique. On pourra le montrer très en détail. Merci beaucoup. Justement, sur cette question de la pandémie, ma prochaine question, elle rejoint ce qui a déjà été abordé par Elisa et Rebecca May. La question, par exemple, des masques et donc d'un espèce de couac au début de la pandémie, de communication de la part du gouvernement, qui martelait que les masques n'étaient pas utiles, etc. Est-ce que le gouvernement a le droit, en fait, finalement, est-ce que l'outil politique, l'organe politique peut se permettre de dire qu'il ne sait pas en cas d'ignorance, par exemple? Est-ce que ce n'est pas possible? Quelles sont les options? Alors, je pense qu'à un moment donné, dans les interventions de l'exécutif, les moments qui ont été les plus, je trouve, puissants dans la séquence que nous avons vécue, qui est une séquence intéressante précisément aussi par ses erreurs, ce qui est un peu, je dis une petite parenthèse juste avant de répondre à votre question, mais ce qui est un peu fâcheux et je trouve regrettable dans la période actuelle, c'est que, aspiré par l'actualité, nous ne fassions pas collectivement, et au niveau étatique notamment, la reddition des comptes de la séquence qui a été vécue de manière très scrupuleuse. Donc on a tous en tête les petites erreurs de communication, mais beaucoup plus précisément, la démocratie, c'est vraiment la responsabilité et la reddition des comptes, c'est-à-dire d'examiner, je vais dire pas minute par minute, mais heure par heure, jour par jour, quelles ont été les décisions qui ont été prises, si elles étaient bien prises, si c'était mal prises, non pas dans le but, ça c'est une grande erreur, de vouloir condamner les gens qui ont pris des décisions. Pas le problème, ça n'a aucun intérêt pour l'intérêt général. De mettre les gens en prison, les ministres en prison, etc. Aucun intérêt. C'est juste de voir si on ne peut pas améliorer les choses pour l'avenir, pour les prochaines crises. C'est-à-dire de faire en sorte, c'est ça la bonne reddition de comptes. La bonne reddition de comptes, ce n'est pas de mettre les gens en prison. Ça ne sert à rien. Surtout qu'on aurait été à leur place, on aurait pris des décisions aussi mauvaises, probablement, ou sans doute pires, peut-être. C'est de voir si on peut réexaminer une séquence de décisions en essayant pour l'avenir, avec des crises qui seront de toute façon différentes, voir si on peut améliorer les choses. Ça c'est un déficit de notre univers ultra communicant où on est absorbé par la crise suivante et on oublie de tirer les leçons de la crise passée. Voilà. Malgré les travaux qui ont lieu au Sénat ou à l'Assemblée nationale, enfin les auditions au Sénat, c'était
un petit peu meilleure que celle à l'Assemblée nationale sur la séquence, mais franchement, ce n'était pas du tout à la hauteur. C'était pas du tout à la hauteur. Le rapport sur la séquence Covid qui a été remis n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre justement pour des crises à affronter pour l'avenir. Ça, c'est le point sur lequel je voulais évoquer. Sur cette crise, vous dites, est-ce que effectivement le gouvernement a le droit de dire je ne sais pas? Alors, il faut faire très attention parce que le je ne sais pas est peut-être imputé à un manque de compétences. Donc, il faut être très vigilant. Et par ailleurs, on est en France. L'État, c'est quasiment Dieu. L'État est tout-puissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le déteste. On attend tout de lui. Et donc, à partir de là, évidemment, on ne cesse de râler contre lui. Ça, c'est l'ambivalence propre à l'espace public français. Donc, dire je ne sais pas n'est pas forcément la bonne chose. Les bonnes séquences de communication, ça a été de dire voilà les options qui se présentent à nous. Il y a eu je trouve quelques moments, notamment je crois que c'était en novembre 2020 ou 2020, je dis très très vite, hein. Oui, 2020, oui c'est ça, le moment où il fallait décider du reconfinement, il y a eu un discours de Macron qui était extrêmement, bien meilleur que ceux un peu bavards d'avant, où il a dit voilà, il y a des choses qui sont incertaines sur cette affaire. Voilà les options qui se présentent à moi. Et voilà pourquoi je choisis celle-ci, en prenant un risque. Là, je trouve que c'était une communication excellente, parce qu'il s'adressait aux Français, si je puis dire, en adultes consentants. Il indiquait la prise de risque. Il indiquait qu'il y avait une marge d'incertitude. Donc, ce n'est pas de dire je ne sais pas, c'est dire en politique, il y a toujours une marge d'incertitude. Mais revendiquer cette marge d'incertitude et dire voilà les indicateurs qui me permettront de dire que la décision a été bonne, la décision n'a pas été bonne. Sur certains indicateurs, d'ailleurs, il s'est assez largement planté, mais peu importe, en tout cas, les choses étaient présentes. Donc voilà, ça, je trouve que c'était une communication intéressante parce qu'elle faisait la pédagogie de la décision. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qu'on oublie toujours. On a soit l'idée verticale, je décide, c'est comme ça, c'est pas autrement, soit l'idée on ne décide pas. On laisse les forces en présence se prendre des décisions. Rappeler la pédagogie de la décision, c'est-à-dire pourquoi une décision est prise dans ce sens, pourquoi ce n'est pas la meilleure décision possible, parce qu'il y a forcément des inconvénients, ça, ce type de discours me paraît très performant. Mais il n'est pas toujours possible. Et il faut, peut-être un élément contre-intuitif, c'est que les démocraties sont plus faciles à gouverner en temps de crise que par temps calme. Parce que les objectifs, le gros problème du temps calme, c'est que les objectifs sont multiples. Et la hiérarchisation des objectifs peut paraître elle-même faire l'objet de discussions et de conflits. Si vous êtes liberté, égalité, fraternité, si vous êtes un libéral, c'est plutôt liberté d'abord. Si vous êtes plutôt un socialiste, c'est plutôt égalité d'abord. Si vous êtes un républicain, c'est plutôt fraternité. Et donc, on peut se disputer tout en étant démocrate. Hein, on peut se disputer sur les hiérarchies. Quand vous avez un virus, c'est clair. Tout le monde est d'accord pour dire que ce virus, il faut l'éradiquer, il faut faire tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est le premier point. Les objectifs sont clairs, donc c'est plus facile. On fait plus d'erreurs aussi. Un, les objectifs sont plus faciles, et deux, l'attention est là. En situation de crise, l'attention est là, alors que le grand défi d'une démocratie par temps calme, c'est de capter l'intention. On balance des choses qui nous paraissent très importantes quand on est élu, puis en fait, tout le monde s'en fout. Voilà. Parce qu'en même temps, il y a la séparation entre telle star et telle star, et donc voilà, ça a bouffé le truc. On est sûr en période de crise que l'attention est là. Donc, paradoxalement, c'est davantage maîtrisable. Et c'est ça qui est intéressant dans le personnage. D'ailleurs, le président Macron n'a cessé de le dire. Toute cette succession de crises, on peut dire qu'il n'a pas eu de chance, le pauvre, mais si, pour lui, c'est une bénédiction. Crise des Gilets jaunes, c'est formidable. Grand débat, etc. Crise Covid, c'est formidable. Et crise Ukraine, c'est formidable. D'abord parce que ça va me permettre d'être réélu, mais au-delà de ça, c'est le moment où on peut faire basculer en 30 secondes, la défense européenne, ça bascule, alors que des années qu'on en parle. Donc les crises sont toujours des moments extrêmement importants de ce point de vue-là, et donc les démocraties sont en fait plus puissantes en temps de crise que par temps calme. C'est un peu paradoxal, et ça a un enjeu très important sur la communication. Merci. Maintenant, plus sur le lien entre l'État et la manière dont il réussit à récupérer des informations
de grande ampleur. Un livre, l'enquête est sorti récemment en février, Les Infiltrés, donc écrit par Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, et en fait qui développe une polémique sur les cabinets de conseil, puisque des millions d'euros en fait sont dépensés chaque année par l'État pour faire appel à des cabinets privés. Voilà, McKinsey, BCG, Capgemini, etc., pour s'occuper d'organisations publiques, même par exemple en stratégie militaire. Et certains peuvent y voir un procédé de dépossession de l'État de ses attributions régaliennes, voire même de perte de pouvoir total en fait, sur les décisions publiques à grande échelle. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est un point très, très important, c'est-à-dire que l'État souffre d'une crise de légitimité et d'autorité. Et donc, une phrase de Raymond Aron qui dit « Nul n'obéit à qui ne croit pas son pouvoir de commander ». Et donc, l'État est souvent dans une position où il dit « Mes décisions qui vont être prises, je ne suis pas sûr ». Et donc, la grande tentation est de soit trouver des agences de moyens, celles que vous citez, soit de créer ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire, bon, je ne suis pas légitime, je balance ça à la CNIL, je balance ça, etc. Et donc, au moins, ça sera un pouvoir indépendant. Et cela dit, ce faisant, l'État se prive des moyens d'action. Donc, je suis personnellement, quand j'étais étudiant à Sciences Po, c'était le début des autorités administratives indépendantes, donc je trouvais ça formidable, nouvelle manière de gouverner, autant je suis devenu extrêmement réticent dans cette attitude qui consiste à dire, puisqu'on n'est pas, l'État ne peut pas être impartial, on confie ça à des agences qui sont réputées l'être ou qui sont réputées être plus efficaces parce que c'est le privé, au moins c'est du solide. Voilà. À l'université, voilà, ça ne marche pas très bien, hop, on confie l'audit de la Sorbonne à telle agence pour voir comment ça peut mieux marcher. Autant vous dire que quand une agence du privé arrive à la Sorbonne, elle n'en comprend pas du tout l'esprit. C'est sidérant, quoi. C'est parce qu'on arrive avec des trucs, oui, il faut manager, il faut virer les gens. Non, c'est pas possible, on ne peut pas virer les gens. Enfin, il y en a quelques-uns qu'on peut virer. Oui. Et donc, l'interprétation de l'esprit, ça passe complètement à côté de la plaque. Mais ça va encore plus loin. On est tous des adeptes, enfin, sauf moi peut-être, mais vous êtes peut-être des adeptes de la démocratie participative. On dit c'est génial. Oui, enfin, pas moi, mais... oui, mais à qui confie-t-on la démocratie participative? À des agences. Il y a du business. Là aussi, pour créer le débat citoyen, ça demande plein d'agences qui se sont spécialisées et qui se font un pognon de dingue, comme dirait l'autre, sur ces logiques de démocratie participative. Parce qu'évidemment, l'élu qui lance un conseil consultatif, s'il s'en charge lui-même, on lui dit « Ah ben non, mais vous n'êtes pas neutre ». Donc, il faut que ça soit une petite agence extérieure qui n'est, soit dit en passant, pas du tout plus neutre que l'élu en question. Et c'est un business. Donc là, vraiment, il faut le retour de la responsabilité. Parce que toutes ces agences qui fragmentent l'action publique, c'est ça l'impuissance publique, toutes ces agences empêchent la responsabilité, puisque la décision se dilue. On ne sait plus qui la prend. Vous voyez, le président de l'université va dire « Ah ben c'est pas moi, c'est Capgemini qui a dit qu'il fallait faire comme ça. » Ben oui, mais c'est lui qui est le responsable. Et donc, s'il envisage une autre procédure de décision, il faut qu'il l'envisage. Donc là, il faut vraiment... Alors, ça peut être bénéfique dans un certain temps où, effectivement, pour améliorer et dépasser les lourdeurs de l'action administrative. Je pense qu'aujourd'hui, il faut au contraire être extrêmement méfiant à l'égard de cette manière de gouverner. Vous voyez, aussi bien au niveau des organisations comme une université qu'au niveau de l'État, il faut vraiment reprendre la main. Il faut que les élus reprennent la responsabilité, reprennent l'action. Quelqu'un me racontait une anecdote hier soir, petit dîner, c'est Roselyne Bachelot qui, quand elle arrive ministre de la Culture, voilà, dit « j'ai une idée », je ne sais plus laquelle, pardonnez-moi, j'ai une idée, je voudrais faire ça. Et puis, là, ses conseillers qui émanent de l'administration de la culture, une arc brillante, etc., qui lui dit, avec un exposé extrêmement clair, extrêmement précis, voilà pourquoi on ne peut pas le faire. Voilà. Et tout le monde se dit, c'est plié, c'est bon, voilà. Et Roselyne Bachelot dit, ça c'est de la politique. Je suis désolé, vous avez mal compris. Vous êtes l'administration, je suis le politique, c'est moi qui décide. Donc, vous allez le faire. Voilà. C'est ça, la politique. Ce n'est pas de dire on ne peut pas le faire, c'est de dire on va le faire. Et voilà, parce que c'est stratégique, parce que j'engage mon mandat sur cette question. Et après, si j'ai fait une connerie, on pourra légitimement me virer. Voilà, donc ça, c'est un point vraiment capital, parce que sans ça, il manquera quelque chose d'essentiel à la démocratie, qui est la reddition de comptes. Sans décision, il n'y a pas de reddition de comptes.
Et s'il n'y a pas de reddition de comptes, il n'y a pas de responsabilité. Et s'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de politique. Donc, il n'y a plus de démocratie. Donc, il faut être assez vigilant sur ces questions, de laisser la marge de manœuvre. Moi, je suis un libéral, personnellement, et donc les libéraux sont en général plutôt envie de mettre des contre-pouvoirs par rapport au pouvoir. Oui, mais il peut y avoir des abus de contre-pouvoir. Et nous sommes un peu dans cette situation. Donc, dans démocratie, il y a démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Si le démos bouffe le kratos, on n'est plus en démocratie. Donc, il faut à un moment donné aussi défendre le kratos, défendre le pouvoir, tout en gardant bien sûr l'équilibre. Il ne s'agit pas de sombrer dans les modèles illibéraux en disant on se fout du peuple, on va décider, etc. Non, il faut rééquilibrer les choses. Et ça, c'est un des enjeux majeurs de la communication d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour continuer sur cette question et rebondir sur les choses que vous avez dites sur la dilution de la responsabilité de l'État, est-ce qu'elle peut, qu'est-ce que vous pensez de cette dilution dans la mesure où, par exemple, on peut avoir des gouvernements d'experts, je pense au gouvernement italien sous Mario Monti, qui a vraiment été un gouvernement post-crise des subprimes, etc. Est-ce qu'on a un effet d'écho entre l'externalisation de la prise de décision et de la réflexion à des instances extérieures et carrément l'intégration dans les instances gouvernementales d'experts, en fait, qui sont prétendument donc pas des experts du peuple et du politique, mais de leur discipline respective, donc l'économie et la finance. L'économie, la finance ou le droit. Ou le droit. Oui, on oublie souvent cette dimension, parce que quand le droit, ça paraît plus sympathique, c'est les droits de l'homme, etc. Mais vous voyez, parfois, les juristes se prennent quand même pour les gouvernants. Je donne un petit arrêt qui me revient en tête. Le Conseil constitutionnel a décidé, il y a quelque temps, vous savez, sur les questions des droits d'inscription pour les étrangers non Union européenne en France. Un projet d'un ministre qui était de dire on va augmenter ces droits d'inscription pour les non-européens, ce qui paraît plutôt légitime. Un étudiant en France coûte environ 15 000 euros. C'est assez bizarre de proposer 400 euros pour des étudiants chinois ou pour des étudiants américains. Voilà. C'est une bonne logique. Mais alors, beaucoup d'universitaires ont réagi contre ça, en disant mais non, il faut que la France s'ouvre, etc. Donc ça veut dire payer gratos quasiment les études du monde entier. Et le Conseil constitutionnel a émis un principe de modicité des droits d'inscription. Mais d'où il sort ce truc? Ça n'a pas fait l'objet de l'enseignement supérieur, ça n'a pas fait l'objet d'un débat au Parlement, c'est juste, il a dit, voilà, principe fondamental de modicité des droits d'inscription. On comprend que ça ne concerne que les étudiants français, pas du tout. Ça concerne les étudiants du monde entier. Où a eu lieu le débat? Donc là, c'est une décision, vous voyez, d'un expert qui sans penser, un, il y a un petit problème budgétaire, les universités ne sont pas très riches, deux, ça mérite quand même un débat. Donc, voilà. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ça aussi le problème des autorités administratives indépendantes qui sont très généreuses. Par exemple, le défenseur des droits fait plein de choses très généreuses, très sympas pour le monde entier. Mais on oublie qu'on est dans un contexte politique global. C'est-à-dire que chaque autorité administrative indépendante a des convictions dans son domaine et essaye de mettre les choses en oubliant que la politique, c'est tous les domaines en même temps et qu'il faut arbitrer entre ces domaines. C'est ça la grandeur et la difficulté. Et si on pouvait être généreux avec tout le monde, ça serait formidable, mais on ne peut pas. Parce qu'en plus, avec un endettement important, c'est difficile. Et donc, le rôle de la politique par rapport aux experts, c'est précisément d'avoir tous les domaines d'expertise en ligne de mire et savoir arbitrer entre eux. C'est ça la grande difficulté. Et donc, le gouvernement de l'expertise, la technocratie, c'est effectivement un péril de ce point de vue-là, parce que ça permet, effectivement, ça oublie l'intérêt général. L'intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers augmentés au maximum. Et c'est cette vision transverse, comme on dirait, qui caractérise, qui doit caractériser la vision politique aujourd'hui. Merci. Un autre sujet maintenant, mais lié à l'actualité, donc la guerre en Ukraine. Il y a deux grandes personnalités qui s'affrontent, donc le président ukrainien et le président russe, et qui représentent vraiment deux modes de gouvernement très différents et deux modes de communication politique très différents, puisque Volodymyr Zelensky représente une politique très moderne, il vient de l'extérieur du champ politique, c'était un comique avant, etc. Il communique beaucoup par les réseaux sociaux. Vladimir Poutine, de l'autre côté, représente le politique inaccessible, solennel, etc. Enfin, vraiment l'opposé.
Et est-ce qu'il y a une de ces deux postures qui est vouée à disparaître dans les années à venir avec les réseaux sociaux, les nouveaux modes de communication? Est-ce qu'il y en a une qui est plus à même de rassembler ou est-ce que c'est vraiment juste autre chose qui se joue? Enfin, je n'opposerai pas, peut-être pas les termes. Là, on a une configuration qui est particulière, c'est le faible contre le fort, c'est-à-dire c'est la force du faible, c'est-à-dire qui utilise la communication comme une arme, alors que le fort utilise lui aussi la communication, mais en la bloquant pour une large part, par la censure, par aussi la cyberguerre, par la propagande extérieure qui est très très active. Donc, je pense que Poutine est très moderne, en fait, dans sa manière de gérer les choses, très moderne au sens très très efficace. Il maîtrise parfaitement les outils de communication. Il y a une stratégie russe d'influence qui est extrêmement précise et qui a su par le passé, vous voyez, hacker les élections des démocraties libérales. C'est une stratégie qui est écrite noir sur blanc dans les traités stratégiques russes, extrêmement forte. Alex Stamos, qui était directeur de la sécurité de Facebook avant de démissionner après l'élection de Trump, avait une analyse très, très, très fine de ça. Il disait le but de ces hackings n'est pas de faire gagner tel ou tel candidat. Ça, il faut être honnête, personne ne sait le faire. Ce n'est pas faire gagner un candidat uniquement par une action de code. Le but, c'est de faire en sorte que les citoyens des démocraties n'aient plus confiance dans leur système électoral. Et ça, c'est très facile. C'est très facile. Ça veut dire que, vous voyez, pour les États-Unis, ça a parfaitement marché. Les Américains n'ont plus confiance dans leur système électoral. C'est la plus grande et la plus ancienne démocratie. C'est très facile parce que, par une logique qui utilise un espace public ouvert aux quatre vents, qui est le nôtre, ces technologies permettent de faire en sorte que ceux qui ont gagné ne sont pas sûrs d'avoir vraiment gagné, ceux qui ont perdu ne sont pas sûrs d'avoir vraiment perdu, et donc perte de confiance dans ce pilier électoral qui est de la démocratie. Et donc ça crée une situation de très grand trouble face à laquelle, vous voyez, dans un temps passé, on disait mais les nouvelles technologies c'est formidable, enfin nous allons avoir la démocratie directe, nous allons régénérer les démocraties, il y aura des forums, le citoyen pourra être décideur en temps réel, on pourra parler de tout, on va être super bien informé. Non. Qui d'entre nous peut penser ça? Ce n'est pas le cas. Internet a plein d'avantages, mais c'est une très grande possibilité de déstabilisation du pilier de la démocratie. Et l'intérêt de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est d'être sorti de cette naïveté, d'avoir conscience que effectivement la cyberguerre c'est quelque chose d'extrêmement important, capital. La guerre de l'information, et là effectivement il faut des moyens qui soient des moyens guerriers et non transparents. Soyons clairs là-dessus, il faut le secret, il faut la transparence, c'est une catastrophe pour les démocraties, ce culte de la transparence. Je prends 2 minutes pour vous donner un petit exemple. C'est que j'avais rencontré à Taïwan Audrey Tang, qui est la ministre du numérique de Taïwan. Alors, ministre, elle a changé de genre en devenant ministre. Donc, c'était un hacker qui est devenu une ministre et qui a été un très grand activiste au moment de la révolution de Taïwan, démocratique de Taïwan. Elle avait fait un site miroir avec toutes les données de l'État taïwanais, qui était à l'époque très autoritaire, donc les citoyens y avaient parfaitement accès. Au moment de la Révolution, elle a tapissé le Parlement qui était occupé par les étudiants par des caméras qui étaient reliées à Internet en temps réel. Bon, voilà. Adepte de la transparence, anarchiste, geek, voilà. Et elle est devenue ministre. Et là, j'échange avec elle, quelqu'un de tout à fait passionnant et intéressant, et je lui dis, mais est-ce que devenant ministre, vous restez anarchiste? C'est quand même un peu problématique quand même. Elle dit, ah non, pas du tout, je ne suis plus du tout anarchiste. Et la transparence, pour moi, c'est une catastrophe. Ça intéresse beaucoup. Elle dit, bah oui, parce que là, si je faisais la même chose, la transparence, c'est très bien pour conquérir la démocratie. Mais une fois qu'on l'a conquis, eh bien, si je refais le site miroir avec toutes les données de l'État taïwanais, à qui ça va profiter? À la Chine, qui va nous bouffer. Parce qu'effectivement, tout sera transparent. Donc, si on est tout transparent, on s'affaiblit par rapport à nos adversaires.
Donc, le culte de la transparente, hein, il y a la communicationnite, puis il y a la transparentite. Tout doit être transparent. Non, la publicité, l'espace public, n'est pas la transparence. La transparence est extrêmement dangereux. C'est livré aux quatre vents. Et donc, cette maîtrise de la cyberguerre, cette attention est très importante. Et puis après, il y a d'autres outils pour sortir de cette logique, disons, d'un espace public fragilisé. Il y a la responsabilisation des plateformes. Nous, en France, on a la loi de 1880 sur la presse, qui fait que, voilà, quelque chose qui est publié dans un journal, le directeur de la publication est responsable pénalement. Ça calme. Il faut trouver quelque chose d'équivalent pour les plateformes, avec aussi peut-être lutter un peu plus contre l'anonymat. Et puis, troisième élément, moi je suis très attentif et très intéressé aux initiatives de Reporters sans frontières qui essayent d'envisager ce que peut être une autorégulation de l'espace public avec la création, donc c'est Christophe Deloire qui fait ça, essayer de créer des labels pour des médias, des labels garantis sans fake news, si je puis dire. C'est-à-dire des certifications qui font que des plateformes d'information puissent être, disons, certifiées, avec l'idée que, bon, on peut toujours se tromper, donc on peut faire des fake news, mais si on le dit, voilà, ça permet de calmer les choses. Et puis, avec l'aide des plateformes, alors pour le coup des GAFA, qui peuvent faire, parce que le business est important là-dessus, des prix sur les publicités, donc faire en sorte que la vertu soit récompensée par un marché Internet intéressant. Donc, Christophe Deloire a toute une initiative internationale sur cette question, je trouve extrêmement stimulante, active, et cette initiative me paraît être un bon moyen de maîtriser davantage l'espace public et de faire émerger ce qui fait défaut, c'est-à-dire à la fois un peu d'impartialité et des formes d'autorité dans le monde Internet, parce qu'on perçoit bien qu'on a besoin d'autorité, alors des autorités évidemment avec des guillemets, mais des éléments de fiabilité dans les sources d'information, et cette recherche d'une autorégulation qui passe donc pas par les États me paraît extrêmement utile. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Si vous voulez bien, on peut passer aux questions, s'il y a des questions dans la salle. J'ai une question sur l'expertise de l'action publique. C'est qu'on a parlé des agences de consulting, on n'a pas parlé des PPP qui sont également des mouvements où l'action publique se trouve privée de compétences. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un problème de recrutement ou d'un problème de formation? Oui, je pense pas. D'accord avec ça. C'est. Enfin, je résume ça en idée, c'est le Parlement ne fait pas son boulot. Le Parlement croit que sa mission principale, c'est de faire des lois. Ce n'est pas sa mission principale. D'abord, il y a trop de lois, elles ne sont pas bien faites, le droit est devenu trop bavard. La mission du Parlement, c'est de faire le diagnostic des situations, diagnostic aussi impartial que possible, et ensuite de faire l'évaluation des lois ou des politiques publiques. Et donc, cette idée, ce réflexe de systématiquement déléguer à d'autres l'évaluation de la mission publique, alors que le Parlement a là son rôle central, et simplement pour vous montrer, c'est que, vous voyez, comparer une commission américaine ou anglaise qui évalue une action publique et une commission sénatoriale du Parlement, enfin, de l'Assemblée nationale, c'est juste pas la même chose. Que quand on fait passer un responsable politique devant une commission sénatoriale aux États-Unis, c'est du lourd, c'est du sévère. On ne le laisse pas parler, on l'interrompt, on a les éléments, on est informé, on travaille, et il passe sur le grill. Donc ça, c'est de la reddition de comptes. Cette pratique n'existe pas assez, peut-être par déférence, et donc le rôle du Parlement n'est pas, ça ne suppose pas d'ailleurs de différence, enfin de changement institutionnel. Il faut juste que les députés prennent conscience que leur boulot principal n'est pas de voter des lois, de temps en temps c'est utile quand même, mais d'établir des éléments de diagnostic qui permettront d'envisager l'action publique et ensuite d'évaluer
cette action publique. C'est ça, vraiment. Et si cette parole n'est pas là, n'est pas dans le Parlement, c'est-à-dire le lieu où on parle, eh bien, ça partira façon Pulse dans le reste de l'espace public et ça sera totalement déstructuré. Donc, voilà, je pense que là, il y a un déficit, peut-être le déficit principal de notre démocratie française actuelle, qui n'est pas tellement identifié. On ne le voit pas forcément de cette manière. Merci. On a une question du coup sur Zoom. Que pensez-vous de la conciliation entre les exigences éthiques et la nécessité de communiquer avec les populations lors de la Covid-19 ? Est-ce qu'il y a des cadres de référence éthiques appliqués à la communication en période de pandémie ? Joker, c'est une question compliquée que là vous posez. Ça supposerait une conférence en tant que telle. Non, je pense que la seule exigence éthique qui me vient à l'esprit comme ça en improvisant, c'est encore une fois, je pense, c'est de prendre, pour ça je reviens sur l'idée de paternalisme ici, de prendre le citoyen pour un adulte. Ça rejoint mes préoccupations, c'est-à-dire de se dire la situation, les citoyens ont compris que la situation pandémique était complexe. On a tous compris que c'était difficile, c'était compliqué. On ne savait pas grand-chose. On a aussi compris une chose très importante, c'est que la science, ce n'était pas la vérité, que la science, c'était le débat. Ça, c'est capital. Alors, on disait la science est scientifique. Non, la science, c'est le débat. C'est-à-dire que, justement, la vérité émerge par la discussion. Donc, quand on est en position de décideur, comme disait Churchill, on doit décider en période de crise avec un tiers des informations incomplètes, un tiers des informations contradictoires et un tiers des informations fausses. C'est ça en 1940. Ça, c'est la position du décideur. Donc, ça, le citoyen peut le comprendre. Tous confrontés à des décisions, on peut le comprendre. Et l'élu doit comprendre que le citoyen peut le comprendre. Et du même coup, expliquer la décision de cette manière. Alors, pas être trop bavard comme peut l'être, mais de dire, voilà l'élément d'incertitude, ce que vous disiez au départ, voilà les options sur la table, et voilà pourquoi je pense celle-ci. Si je me suis planté, vous pourrez ne plus voter pour moi la prochaine fois. Mais je m'engage, c'est clair, je prends un risque pour l'intérêt général. Ce type de discours-là, ça c'est, je pense, l'éthique de la décision. Merci beaucoup. J'avais une question là, du coup. Là. Vous avez bien explicité donc, le trépied, les médias, les citoyens et les politiques. Mais finalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un quatrième qui explique toutes les situations là, c'est le système de finances. On voit aujourd'hui donc l'importance de la d'armes, l'importance effectivement de l'économie et l'importance des lobbies. Et finalement, chacun est un petit peu dépassé, puisqu'on voit qu'il y a des oligarches russes, il y a des oligarches américains, il y a des oligarches, même l'Ukraine, je crois qu'il y a 38 milliards d'euros, le président à Miami, je crois, c'est pas une fake news. Donc finalement, ça m'interpelle énormément. Quelle est votre réponse? Parce qu'il y a tout de même un problème financier, alors que, comme vous dites, on est en déficit terrible. Et en fait, on pousse à la guerre, on pousse les gens tout de même à s'entretuer à chaque conflit, je veux dire, chaque conflit mondial. Et c'est les financiers qui, malgré tout, décident. Et les banques qui payent relativement facilement, qui prêtent relativement facilement. Et les politiques qui, finalement, sont taiseux. Alors, il me semble que les financiers ne sont pas... D'abord, première chose, le monde a besoin de finances. Donc, voilà, ce n'est pas en faisant disparaître les financiers qu'on apportera une solution. Premier point. Deuxième point, oui, bien sûr, il y a des stratégies d'influence qui s'expriment de deux manières. On a deux cultures du lobbying, la culture française et la culture américaine. La culture américaine, c'est de dire tout le monde est potentiellement un lobby, les lobbies s'affrontent et se concurrencent, et de cet affrontement et de concurrence des lobbies émergera l'intérêt général. Il y a une deuxième stratégie qui est la stratégie française. Les lobbies, ça n'existe pas. Voilà.
ils n'ont aucune légitimité. Seul l'État est porteur de l'intérêt général. On voit très bien que ces deux dispositifs sont un peu défaillants. Ils sont tous les deux erronés. De dire que les lobbies n'existent pas, c'est évidemment une illusion. De dire qu'ils n'ont pas le droit au chapitre, c'est une illusion. Et de dire que de la confrontation des lobbies émergera l'intérêt général, c'est aussi une illusion. Donc, ce qui se passe et qui me paraît être de bonnes pratiques, ce qui passe par exemple au niveau de l'Europe ou même au niveau des États-Unis, maintenant en France, c'est que les lobbies se déclarent. Les lobbies doivent se déclarer et que leur action est légitime tant qu'elle est publique. Je ne dis pas transparent, je dis qu'elle est publique, c'est-à-dire avec une charte et un code de déontologie des lobbies. Vous avez, si vous allez sur le site du Parlement ou de la Commission européenne, vous avez tous les lobbies qui sont déclarés et qui déclarent leur type d'action. Qui déclarent voilà ce qu'on a fait, voilà l'événement, bon, on a rencontré tel député, on l'a fait en public, c'est pas du tout caché. Voilà. Donc cette logique de la publicisation de l'action de lobbying, qui fait partie, me paraît être un bon moyen terme entre les deux éléments. Alors, après, ça n'empêche pas les lobbies d'agir, mais je rappelle que les lobbies, il y a les lobbies d'intérêt, les lobbies financiers, mais il y a aussi les lobbies d'idées. Qui peuvent paraître très sympathiques comme ça, mais voilà, les lobbies écolos, les lobbies qui ont des actions qui sont… Alors, on va dire, oui, mais c'est pour la bonne cause. Oui, mais sur le plan des moyens, c'est tout aussi opaque. Et donc, je n'opposerai pas les lobbies ici financiers aux lobbies d'idées. On a là l'exigence de publicisation pour tous les lobbies. Et les uns ne sont pas forcément moins puissants que les autres. Vous voyez, quand un lobby… très intéressant, un lobby du gaz russe finance les lobbies antinucléaires français, très marrant. On voit très bien l'intérêt de chacun. Ce n'est pas du tout vertueux. Et donc ça, c'est instruit, donc vous pouvez voir les notes de l'Institut Montaigne sur cette question. Il faut être très vigilant sur voilà, tous les lobbies actifs, tous les activistes et vigilants sur les connexions possibles. Et sans déployer une logique complotiste, hein, c'est simplement de dire, voilà, on comprend qu'il y a des intérêts convergents et c'est un peu monstrueux de ce point de vue-là. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Rebecca. La situation des cas donnés des agences qui le donnent du débat citoyen. Dans quelle mesure vous affectez la responsabilité dans ces enjeux de transparence des cahiers de charges? Pardon, excusez-moi, j'entends pas. Oui. Je pense notamment du Conseil de défense sanitaire qui avait été voté, où les communications étaient très restreintes, et puis aussi à la loi sur la transparence de la vie publique, qui avait été une grosse communication de l'ancien candidat, maintenant président, candidat Emmanuel Macron, et puis qui était vraiment une accroche de son discours de candidature, ce qui a entraîné par la suite des affaires médiatiques, des discussions ensuite certains ministres. Vous pensez à quoi, par exemple, pour que je comprenne bien? Il y avait plusieurs affaires, vous avez vu dans la presse, des comportements des ministres, des enquêtes sur des caribous. Je pense que le public se demandait quelle était la concordance entre la politique du ministre et son action personnelle. Je me demandais, voilà, ces enjeux de transparence-là, qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut se faire en fait. D'accord. Alors, très très bref là-dessus. Bon, moi, ma position, c'est que la transparence est un danger pour la démocratie. Voilà. Donc, je suis totalement contre-intuitif. Je trouve qu'on a une démarche qui est très simple actuellement, c'est le revenu, le patrimoine du ministre au départ et le patrimoine du ministre à l'arrivée. On regarde, on compare, ce n'est pas les Français qui ont inventé ça, ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Américains, c'est à Singapour que pour la première fois, ce calcul simple a été fait. C'est très positif.
Maintenant, on veut moraliser la vie politique. Et là, ça me paraît beaucoup plus problématique. Parce que la politique, ce n'est pas la morale. Ça ne veut pas dire que la politique doit être immorale, mais on a politique, droit, morale. Et si vous moralisez la vie politique, il n'y a plus de vie politique. On va gouverner avec les gentils principes, en oubliant ce qui fait le fond de la politique, c'est-à-dire le rapport de force. Donc, moi, personnellement, je considère que le secret est indispensable à l'action politique. Ce secret est ponctuel, c'est-à-dire qu'après 5 ans, 6 ans, on rend des comptes et on revient sur cette phase de secret. Mais il est absolument indispensable qu'il y ait dans un conseil de défense, qu'il y ait des choses qui soient secrètes. Parce qu'il n'y a pas de décision. Qui d'entre nous voudrait que sa vie soit transparente? C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est l'espace public. C'est avoir accès aux informations qui relèvent de l'espace public. Mais s'il n'y a pas de secret, du coup, la gestion politique devient problématique parce qu'on dit oui, mais c'est pour les citoyens. Oui, mais les citoyens sont plus ou moins bien intentionnés. Notre pays a des adversaires. Il profiter de ces informations. Face à la Chine, de défendre la transparence, c'est juste suicidaire. Donc il faut être, ou la Chine, la Russie, ou même les États-Unis d'ailleurs, qui en profitent très bien. Donc il faut être extrêmement vigilant sur cet idéal de transparence. Et je trouve qu'on a tendance à désormais aller plus loin. Dozière, qui est le député qui s'occupe des spécialistes justement de la corruption des élus, dit, ça me choque quand il le dit, que nous avons aujourd'hui la classe politique la plus honnête de l'histoire de France. Je suis d'accord avec lui. Simplement, vous voyez que vouloir toujours plus regarder ce qui se passe sur les politiques, ça veut dire le soupçon. Systématiquement le soupçon. Ça veut dire que l'idée que tous les politiques sont corrompus, que la politique ne sert à rien, etc. Je suis désolé, j'adore la politique, mais je suis très content qu'il y ait des élus qui fassent le boulot. Et ils le font plutôt bien, en général, avec un sens du service. Je trouve que cette idée, que ce réflexe de dire ce sont des corrompus, alors qu'on a les moyens de contrôle, patrimoine au début, patrimoine à la fin, c'est parfaitement clair pour tous les élus. Nous avons les moyens de contrôle. Aller au-delà relève quasiment du délire et me semble problématique pour la démocratie elle-même. Donc, vous voyez, je suis un peu contre-intuitif là aussi. Alors qu'on dit oui, il faut moraliser la vie politique, je dis non, stop, surtout pas moralisons la vie politique. Ne moralisons pas davantage la vie politique. Il faut bien distinguer morale et politique, sinon la démocratie en souffrira. On sera dans l'impuissance publique. C'est-à-dire, vous avez un politique qui n'a plus aucune marge de manœuvre. Vous voyez, comme un maire aujourd'hui. Le maire, le risque qu'il prend, c'est d'aller en prison. Toutes ses décisions et sa marge de manœuvre est à peu près nulle. Règlement, préfet, donc une responsabilité énorme et une marge de manœuvre à peu près nulle. Voilà, donc je caricature un peu ma position pour le débat qui, hélas, n'aura pas lieu, mais en tout cas, vous voyez, pour montrer que je suis un peu au rebours de l'air du temps sur ces questions, en essayant justement de préserver la spécificité de la politique. Merci beaucoup. Malheureusement, on manque de temps. Merci beaucoup pour vos réponses. Je suis désolé, j'ai cours. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci Leïla pour ces questions pertinentes. Effectivement, ça ouvre beaucoup de débats que j'espère qu'on pourra poursuivre plus tard, parce que voilà, et je pense qu'il y a des tensions qui sont à explorer autour de tout ça.